Beurre FM, le forum débat. On n'est pas loin quand même de la diffamation et du mensonge qui peut être poursuivi en justice. Finalement, c'est aux travailleurs, c'est aux petits, c'est aux plus pauvres de payer la crise. Les Français apprécieront qu'on paye un type 15 000 € pour mettre en place une loi liberticide. On veut plus ça. Vous déstabilisez totalement les médias. C'est très grave. Franchement, c'est très grave. La population, le peuple, lui, résiste. Trouve des moyens de dire tout ceci n'est pas acceptable. Beaucoup d'hommes et de femmes ne peuvent plus se soigner correctement. Moi, je dirais quand il y a un facho, ça va, mais quand il y en a trop, ça ne va plus. Le forum débat de Beurre FM. Abdelkrim Branine. Rebonsoir, merci de nous suivre pour ce dernier forum débat de la semaine. On parle aujourd'hui de cette fameuse moralisation de la vie politique. C'est le président Hollande lui-même qui a présenté lors d'une allocution télévisée les grandes lignes du projet de loi qui sera évoqué le 24 avril prochain au Conseil des ministres. Une quasi-urgence déclenchée bien sûr par le scandale Cahuzac. On va revenir dessus au cours de cette émission. On va aussi et surtout se pencher sur les principales mesures prévues par ce projet de loi. Transparence du patrimoine d'un certain nombre de personnes, dont des élus et les parlementaires. Non-cumul des mandats et lutte contre les paradis fiscaux. Ces mesures sont-elles les bonnes pour enfin mettre fin à ces terribles affaires qui brisent la confiance des électeurs concernant leurs élus, leurs ministres et leurs dirigeants? On se pose la question ce soir avec mes invités. Et ils sont trois, à commencer par François Asselineau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Face à vous, Jérôme Impellizieri. Jérôme, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller régional socialiste. Et enfin, à ma gauche, Franck Marguin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller régional UMP, vice-président du Parti chrétien et démocrate. Et si je ne me trompe pas, candidat aux primaires de l'UMP pour les municipales de 2014 à Paris. Aux primaires de l'alternance. De l'alternance, voilà, c'est dit. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Les auditeurs auront la parole dès 19h comme d'habitude en appelant le 01 53 48 3000. On en vient donc à cette moralisation de la vie politique française. Un vieux débat qui est revenu sur la table plus vite que prévu avec l'affaire, le scandale Cahuzac. Première chose, messieurs, est-ce que c'est inquiétant quelque part de devoir procéder à une moralisation de la vie politique dans une démocratie comme la nôtre et de devoir s'y pencher seulement une fois des aveux révélés alors que plusieurs signes graves sont apparus, plusieurs affaires éclatent depuis des années maintenant? Qui veut commencer? Franck Marguin? Merci de me faire commencer. Tout d'abord, je dirais qu'il faut bien sûr être un peu triste de voir cette affaire. C'est pas très intéressant pour la démocratie, c'est certainement très difficile pour le gouvernement et certainement très difficile pour le Parti socialiste. Mais ce que je voudrais dire avant tout, c'est qu'il faut faire quand même attention avec cette histoire, parce que lorsqu'on a eu le scandale de DSK, on nous a quand même pas demandé de déballer notre vie privée et d'avoir un engagement sur le fait de notre moralité, j'allais dire corporelle. Donc je pense que on est quand même dans une situation un peu particulière où dès qu'il se passe un scandale, dès qu'il se passe quelque chose, alors on fait des lois. Moi, je pense en fait, dans la réalité, ça me rappelle tout simplement cette histoire de Robin des Bois. Vous savez, dans Robin des Bois, vous avez Robin des Bois qui vole aux riches pour donner aux pauvres, et puis vous avez le prince Jean qui vole aux riches pour qui est riche et qui vole les pauvres. Eh bien, c'est l'histoire du prince Jean. C'est-à-dire que Cahuzac, c'est de prince Jean, et il nous avait fait croire que c'était Robin des Bois. Je pense que c'est ça. Et ce que veulent les électeurs, ce que veulent les citoyens, c'est de la sincérité. C'est pas déballer le patrimoine. Vous avez vu, on sait tous, les voitures de tout le monde, alors c'est 5 000 €, 4 000 €. Moi, j'ai une maison ici, moi j'ai un emprunt là, Madame Duflot, alors c'est un emprunt avec 4 centimes, à la Générale, 3 centimes. Tout ça est ridicule, tout ça n'a aucun sens. On est en train de prendre les électeurs et les citoyens pour des imbéciles. Ce qu'ils veulent, les citoyens, ce n'est pas être traité par le prince Jean. Ils veulent effectivement bien comprendre Robin des Bois. Moi, je pense que la réalité du débat politique aujourd'hui, c'est la sincérité. Vous n'empêcherez pas les gens. D'ailleurs, la preuve, M. Cahuzac a menti. Et je pense que M. Hollande est à peu près de bonne foi, enfin du moins je l'espère, quand il dit que au moins... Quand il l'a pris sous son gouvernement, après on pourra voir ce que l'enquête dira, mais il n'en savait rien. Or, quand vous avez des menteurs et quand vous avez l'absence de moralité, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire les lois que vous voudrez, vous ferez toutes les lois du monde. Mais ce qu'il faut retrouver en politique, c'est la moralité, c'est-à-dire l'éthique personnelle. Est-ce que je me regarde dans la glace? J'en parlerai plus tard, mais c'est le même problème quand vous avez absence de moralité dans la légalité. Son directeur de campagne n'a rien fait d'illégal. En fait, quand on campagne toute une
campagne politique contre les paradis fiscaux et que votre trésorier de campagne ou directeur de campagne, je ne sais plus exactement, est un spécialiste des paradis fiscaux. Quand vous avez une madame Hidalgo qui n'a rien fait d'illégal, elle demande ses droits à la retraite. Elle a le droit d'avoir ses droits à la retraite, mais c'est un problème d'éthique personnelle. Comment voulez-vous expliquer aux gens qui n'ont pas d'argent, au peuple qui souffre, que non seulement vous avez une paye de maire adjoint, vous avez des payes de différents présidents de syndication, vous avez un chauffeur de la mairie, vous avez une voiture, et qu'en plus vous faites valoir vos droits à la retraite. Ça n'est pas illégal, mais pas du tout. Mais c'est simplement un problème de morale. Moi, je pense qu'il faut absolument, et moi j'en fais partie, que les hommes politiques se rendent bien compte que nos électeurs veulent de la sincérité et de la morale. Voilà ce que j'ai à dire. Ce projet de loi, dans le détail, le contenu, on va y venir dans un instant. Premièrement, je le disais, François Asselineau, on est en France quand même, longue tradition démocratique, on n'est pas en Corée du Nord, et pourtant on doit réunir des gens pour pencher sur un projet de loi pour moraliser la vie politique française. François Asselineau. Écoutez, c'est un sujet qui est assez compliqué, il y a 1000 choses à dire. Comme vous le savez, j'aime bien les proverbes chinois, je vais vous en infliger 2 pour commencer. Le premier, c'est le poisson pourri par la tête. Monsieur Hollande ose dire qu'il réclame une république exemplaire alors que nous avons la Pompadour à l'Élysée. Nous avons une dame qui n'est ni mariée, ni pacsée avec le président de la République et qui, sur les frais des contribuables, a actuellement 6 conseillers. Les frais de mission sont pris en charge par l'État. C'est un véritable scandale. Ça n'existe d'ailleurs, ça fait rire la planète entière. Alors moi je trouve toujours ça extraordinaire quand on prend des airs de morale. Je crains moi que monsieur Cahuzac ne soit en fait là-dedans le bouc émissaire commode de toute une classe politique. Je dis pas que tous les élus sont corrompus, ça c'est pas vrai, mais qu'il y a quand même une classe politique qui est quand même l'ensemble de l'atmosphère politique française est devenue nauséabonde. Et ça sera mon deuxième proverbe chinois. Le deuxième proverbe chinois, c'est un proverbe que j'aime bien, c'est un dicton qui dit « se gratter une démangeaison à travers la botte ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne règle absolument pas le problème. C'est une opération de diversion. Là, vous parlez du projet de loi, là. Oui. Écoutez, je suis de l'avis de monsieur Marguin juste auparavant. Ça n'a pas grand intérêt de savoir quels sont les prêts immobiliers qu'a pu avoir telle ou telle personne. Le problème, c'est que, comme disait George Orwell dans 1984, en ces temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Actuellement, toute la scène politique française vit sur le mensonge, mais pas seulement un mensonge en matière d'éthique, un mensonge de nature politique. Je suis d'ailleurs assez surpris à cet égard de voir M. Marguin, dont j'ai approuvé les propos, mais qui va se présenter à l'UMP. Laissez-moi rire. Non, mais vous vous présentez sous l'étiquette de l'UMP. L'UMP, c'est à mettre dans exactement, je les connais bien, c'est à mettre exactement dans le même sac que le Parti socialiste. C'est en fait, nous avons affaire, d'ailleurs monsieur Cahuzac l'a dit d'une façon assez méchante, mais qui était assez juste. Il a dit, je réponds, on me dit que je ne peux pas redevenir député parce que j'ai menti à l'Assemblée, je réponds tout simplement, si tous ceux qui ont menti à la représentation nationale doivent quitter l'hémicycle, il y en aurait des tonnes. Et il a dit également quelque chose d'encore plus méchant, mais beaucoup plus profond. On me dit que j'ai menti sur ma situation personnelle. Cela veut dire quoi, a-t-il dit? À ce compte-là, j'ai menti sur la possibilité de réaliser les 3% de déficit en 2013. Et tout est là. C'est que nous sommes dans un mensonge généralisé. Nous avons M. Hollande, par exemple, qui s'est présenté devant les Français en disant qu'il allait changer le TSCG. Il savait très bien qu'il n'en avait absolument pas le pouvoir. Monsieur Hollande a dit qu'il allait combattre la finance internationale. Au même moment, il est allé à Londres pour dire aux financiers ne vous en faites pas. C'est une escroquerie morale et politique à l'égard de tous les électeurs de la gauche. Nous avons monsieur Montebourg qui a dit qu'il allait lutter contre les délocalisations. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne fait rien. Pourquoi? Parce que je parcours la France depuis 6 ans. D'ailleurs, le mouvement politique que j'anime se développe à toute allure en ce moment. Pourquoi? Parce que nous expliquons aux Français comment ils se font arnaquer par tous les partis politiques, l'UMP, le MoDem, le Front de gauche y compris, ou le Parti socialiste, parce que personne n'explique aux Français ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nous avons des traités, nous avons des articles dans les traités, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux à travers le monde, non seulement entre les États membres de l'Union européenne, mais précise l'article 63, entre les États membres et les États tiers. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire premièrement qu'on ne peut pas lutter du tout contre les délocalisations, sauf à dénoncer les traités.
C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire également que nous vivons dans une hypocrisie générale. Parce que cet article 63, si on prend la hauteur de vue nécessaire, c'est quoi? C'est autoriser justement les grandes entreprises à faire ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire que les entreprises font apparaître des bénéfices là où elles veulent quand elles sont des multinationales. Finalement, ça n'est pas très différent de ce que faisait M. Cahuzac. Donc nous sommes en fait dans un mensonge général. Ce dont il s'agit, et c'est pour ça que les Français n'en peuvent plus. Vous savez, je pense qu'ils se fichent éperdument de savoir qui possède un appartement ou un 3 pièces. Ce qu'ils voudraient, c'est comprendre ce qui se passe. Et ce qu'ils voudraient aussi, c'est qu'on parle enfin des vrais sujets. C'est pas la première fois que vous m'invitez. Je suis venu ici plusieurs fois. À chaque fois, je parle à aux gens qui sont dans les débats. Je leur parle, par exemple, de cet article 63 qui empêche toute lutte contre les délocalisations. Vous savez qu'actuellement, nous perdons 500 à 600 emplois par jour. Une usine qui ferme par jour. Tous les jours, il y a 1500 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté, selon l'INSEE. Et encore, c'était en 2010. Ça doit être pire. Alors, quand je dis l'article 63, en général, ça tourne dans un silence de cathédrale et on passe à autre chose. Eh bien, moi, ce que je voudrais, c'est que mes collègues, monsieur qui est à l'UMP, monsieur qui est au Parti Socialiste, disent, vous faites quoi, vous, de l'article 63? Parce que c'est ça, le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que nous avons des engagements au niveau international dans le cadre européen qui sont en train de mener la France à la ruine, à la pauvreté générale, à l'explosion politique et sociale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le reste, c'est des écrans de fumée qui nous sont dit assénés par comment dirais-je. Moi, je trouve ça assez minable pour le coup. C'était l'adjectif que M. Héroux avait réservé à Depardieu. Je trouve ça assez minable. Ce dont les Français ont besoin, c'est de retrouver du sens et de la vérité. Voilà. Le sens et la vérité, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le mouvement politique que j'anime ne cesse que de se développer. J'en reparlerai tout à l'heure. C'est aussi l'accès aux médias qui pose un problème. Parce que ce que révèle cette affaire Cahuzac, c'est que s'il n'y avait pas eu Mediapart et Edoui Plenel, il n'y aurait pas eu d'affaire Cahuzac. Et ça veut donc dire qu'il y a plein d'autres affaires que nous ne connaissons pas parce qu'il n'y a pas Edoui Plenel et Mediapart qui s'en ont pas et qui ont décidé de le sortir parce que les journalistes savent beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas sortir. Alors vous avez parlé de fiscalité, la lutte contre la fraude fiscale, on va en parler puisque ça fait partie de ce projet de loi. On va terminer ce premier tour de table avec vous, Jérôme Pellizzeri. Bien, je vais tout de même prendre le temps de répondre parce que j'étais venu ici, comme toujours quand je viens ici, avec cette idée de donner une parole de vérité. En tout cas de sincérité, chacun voit la vérité à sa porte. Je suis très dépité de la façon dont mes deux collègues ont entamé le débat. Alors je ne vais pas démarrer par vous répondre, je dis juste que lorsqu'on a été aux affaires, la droite dans son ensemble pendant 5 ans, et qu'on a aussi mal mené la lutte contre la fraude fiscale, qu'on a enterré des affaires, on est assez mal placé pour donner des leçons lorsqu'on a été en incapacité manifeste d'agir. Et la bonne nouvelle, c'est que quand même en 4 mois, la justice est passée, les informations sont passées. Mais je voulais juste parler, parfois, je l'ai dit ici, on était un peu déçus ou on attend de plus du président de la République. Et bien pour cette fois-ci, je dis que pour le coup, François Hollande, selon moi, de mon point de vue, a eu le ton juste, a eu les propositions justes. Et la vraie question, c'est pas cette petite polémique qui vient d'être sortie là. La vraie question, c'est quels moyens on va donner derrière. Est-ce qu'on aura des personnels d'État pour aller lutter vraiment contre la fraude fiscale? La fraude fiscale, ce sont 12 000 milliards d'euros par an. 12 000 milliards d'euros par an. Ça, c'est important. Comment on va le mettre en exécution? Et moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Je sais que ce sera identitaire pour le mandat de François Hollande, cette République exemplaire, et je n'ai aucun doute sur sa détermination à mener ce combat. Maintenant, vous avez posé une question qui mérite débat. Beaucoup, je l'ai entendu à droite, disent que la transparence est une forme de dictature. Et bien moi je vous dis, la transparence, ça n'est pas une dictature. La vraie dictature aujourd'hui, c'est la dictature de la suspicion, la dictature du doute face aux élus. À droite comme à gauche, la majorité de mes collègues, je regarde mon collègue de la région Île-de-France, vous le savez très bien, l'immense majorité de nos collègues sont des gens qui travaillent, qui perdent des revenus pour s'investir pour le bien public. Voilà, je ne dis pas le contraire. Vous êtes d'accord là-dessus. Mais c'est la réalité du personnel politique et il faut bien qu'on le fasse. Et la France, en Europe, est le seul pays avec la Slovénie à ne pas rendre public le patrimoine de ses dirigeants. Eh bien, je me dis que mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai puisque cette loi sur le patrimoine, sur la publication existe déjà. Ne dites pas. J'aimerais que vous me laissiez finir parce que j'ai quelque chose d'intéressant. Allez-y, terminez, Jean. Vous dire voilà. Et l'autre chose, effectivement, on voit bien qu'il y a une accélération du calendrier. Oui, l'affaire Cahuzac qui nous a tous ça a précipité ce projet de loi. Il y a une accélération, mais ce n'est pas nouveau. François Hollande avait déjà entamé des mesures qu'il avait imposées à l'Assemblée des élus. La baisse
baisse de 30% des revenus du chef de l'État et de ses ministres. C'est pas fait. Les engagements... c'est pas fait. C'est pas fait. Si, ça s'est non, fait. Mais non, voilà. ça n'a pas été constitutionnel. Non, ça n'est pas vrai non plus. Allez, terminé. Je finis. La réforme du Conseil constitutionnel, la réforme du statut pénal du chef de l'État, la consolidation de l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature, tout cela était déjà mené, déjà entamé. Voilà, le rythme s'accélère et c'est tant mieux pour la vie publique française. Concernant cette transparence, nos auditeurs nous donneront leur avis juste après la pause. Avant celle-ci, je vous lis quelques réactions de nos auditeurs sur Twitter. Un auditeur qui nous dit qu'on a richesse nationale et détournée au profit de nos élus voyous. Oui, le citoyen a le droit de savoir. Avant la pause, j'avais une question à vous poser. Est-ce que cette affaire doit donner lieu, selon vous, à un remaniement du gouvernement? Est-ce que ça vous paraît incontournable ou pas, Franck Marguin? Cette affaire, à mon avis, va obliger le gouvernement à se réformer lui-même. Maintenant, ça n'est pas que cette affaire, c'est l'ensemble des couacs et des difficultés que le gouvernement. Je pense que le gouvernement, c'est un gouvernement d'amateurs. D'ailleurs, même les socialistes le disent, puisque Duflot l'a encore dit avant-hier. Donc, je pense que oui, il va être obligé. L'affaire va être certainement peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. François Asselineau, remaniement du gouvernement. Franchement, vous voulez que je vous dise, je m'en fiche éperdument. Franchement, non, mais oui, bien sûr, Monsieur Hollande va être obligé de remanier, mais qu'est-ce que ça va changer? Ça va rien changer, parce qu'encore une fois, je suis désolé je vais revenir à la charge. Encore une fois, les vrais sujets passent à la trappe. Voilà. Le représentant du Parti Socialiste m'a classifié dans la droite. Il ignore sans doute que ça fait 12 ans, personnellement, que je ne suis pas dans les cabinets ministériels, et même 20 ans, et que j'ai créé un mouvement politique qui, justement, s'oppose autant à la droite qu'à la gauche, et qui pose les vrais problèmes au niveau auquel ils doivent être posés. C'est-à-dire celui de la vérité en politique et de la vérité de la situation. Actuellement, les Français ne décident plus de rien. Donc les Français actuellement, vous savez ce que croient les Français? Ils croient que parce qu'il y a des élus corrompus, c'est pour ça qu'ils ne mènent pas la politique qu'ils voudraient. Mais ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir des élus corrompus et d'autres qui ne le sont pas, mais ils ne mènent pas pour autant. Les élus non corrompus ne mènent pas pour autant la politique que voudraient les Français. C'est une politique qui est décidée par Washington et Bruxelles et Francfort. Alors on va faire une première pause, on attend vos appels 01 53 48 3000, à tout de suite. Le forum débat de Beurre FM, l'information autrement. Le forum débat de Beurre FM, Abdelkrim Bramine. Il est pile 19h, c'est la deuxième partie de cette émission. On parle toujours moralisation de la vie politique française et ce projet de loi présenté par François Hollande hier. Avec nous ce soir pour débattre, François Asselineau, c'est le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Jérôme Impellizieri, il est conseiller régional socialiste. Franck Marguin, il est conseiller régional UMP et vice-président du Parti chrétien démocrate. 01 53 48 3000. On va écouter les auditeurs et je vous redonne la parole, messieurs. Jamel nous appelle de Paris 14e. Jamel, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Jamel, on vous écoute. Allô, bonsoir, merci de prendre mon appel. Moi, je voulais poser une question après Monsieur Cahuzac, toute cette affaire et tout ça. Qu'est-ce qu'il risque, c'est-à-dire au niveau de la justice? C'est-à-dire au niveau pénal, est-ce que c'est un délit qui va être poursuivi ou c'est-à-dire qu'est-ce qu'il risque exactement? Voilà. Vous voulez savoir qu'est-ce que Jérôme Cahuzac risque concrètement? Alors on n'a pas des spécialistes, des juristes sur le plateau, je ne sais pas du tout si quelqu'un veut répondre. Franck Marguin? Non, d'abord il va falloir savoir quel type de culpabilité il a vraiment. Et puis j'imagine qu'il y a des textes de loi, mais honnêtement je ne sais pas exactement le type de peine qu'encourt, mais peut-être mon collègue le sait. Jérôme Impellizieri. Je vous le dis avec le sourire, en tout cas il risque d'être condamné. Et c'est une bonne chose, car si l'on regarde ce qui avait été proposé par Éric Woerth en 2009, c'est-à-dire l'amnistie fiscale, ou la proposition de loi d'amnistie fiscale déposée le 28 mars 2013, et il y a peu par l'UMP, eh bien le risque est moins, mais comme ces projets-là ne sont plus valables, eh bien il sera condamné, et c'est une bonne chose. Il a déjà été exclu du Parti Socialiste. Dans la foulée, on va écouter Ahmed qui nous appelle de Paris 18e. Ahmed, bonsoir. Bonsoir monsieur, très brièvement, bonsoir vos invités. Écoutez, on va faire un petit constat à la fin de la semaine, à travers tout ce qu'on a entendu, citoyens, auditeurs, et puis on écoute, comme tout le monde, puis on se pose certaines questions, parce que moi, j'ai pas envie d'accabler cet homme-là, parce que, comme je vous l'ai dit précédemment à d'autres émissions, il y a forcément quelque chose à gratter en dessous. Moi, je vois un Premier ministre. Je le rappelle à tous les auditrices et auditeurs de Beurre FM qu'il a été condamné en 1997. Le patron de Solferino,
Il a été condamné aussi. Harlem Désir. Bien sûr. Et ces gens-là critiquent M. Cahuzac, M. Branin. Et j'ai assisté cet après-midi, j'ai eu droit à du spectacle, du cinéma, mais j'aurais préféré de l'opéra parce que Sophocle, c'est digne d'un opéra. C'est pas l'Assemblée nationale où on fait de l'opéra, c'est devenu un moyen de faire du cinéma et du spectacle, l'Assemblée nationale. Quand ils sont au courant, les ministres et les députés qui sont filmés, vous assistez à ce que je viens de dire. Regardez, moi j'écoute Monsieur Moscovici nous dire qu'il n'est pas plus blessant qu'un reproche injuste. Mais monsieur, vous étiez au courant. Vous étiez ministre de tutelle. Comme je vous l'ai dit à une émission précédente, monsieur, sous l'ère Sarkozy, on avait des bruits de couloir. Alors regardez, très brièvement, monsieur, c'est simple. Le président de la République, hier, il a parlé. Pour moi, il a parlé pour rien dire. Pour moi, il fait la même politique que celui qui l'a succédé. Il n'écoute pas. Le mec, il est à côté de ses pompes. Et d'ailleurs, j'ai appris ce matin, on l'appelle Pépère. Regardez-moi. Vous avez une administration fiscale, monsieur. C'est la seule administration de France qui peut demander à un procureur de la République de lancer une enquête. C'est un outil. Vous avez une justice, à condition qu'elle soit indépendante, et vous avez le ministère de l'Intérieur, qui dispose d'un service qui est très très récent, moins de 10 ans. On a regroupé la DST et les anciens services de renseignement généraux. Aujourd'hui, ça s'appelle la DCRI, ça siège à Levallois-Perret. Croyez-moi que ces gens-là, ces trois administrations ont les moyens de trouver. Et moi, il y a une chose qui me gêne, monsieur, c'est de demander à tous les politiques de divulguer leur patrimoine. Ça, c'est pas beau. Moi, ça me regarde pas. Moi, je m'en fous, monsieur le Cailly, savoir si tel ou tel ministre. D'ailleurs, ils m'énervent parce qu'ils sont tellement nombreux. Il y a combien de ministres, je crois, près de 40 avec les secrétaires d'État. C'est immense, monsieur, vous vous rendez compte? Le gâchis. Tout à l'heure, un de vos invités nous expliquait comment c'est même pas sa femme. C'est sa petite amie, elle dispose de moyens, mais c'est pas normal, tout ça c'est pas normal. Alors moi ce qui me dérange, je vous dis, c'est pas d'être au courant du patrimoine des politiques. C'est que c'est les outils que je vous ai cités là, l'administration fiscale, la justice, et je le répète, indépendante, et bien entendu un marteau, un outil qui est au sein du ministère de l'Intérieur qu'on appelle la DCRI, c'est eux qui fouinent, qui peuvent tout savoir. Ces gens-là doivent être au courant de tout. Vous prenez un poste, vous êtes nommé avant d'être nommé, on sait ce que vous avez, vous le quittez, on sait ce que vous avez. Si réellement on fait un état de rapprochement, s'il y a un souci, si vous êtes nommé, M. Brani, je prends une seconde, vous avez 2 pavillons, si vous quittez au bout de 5 ans un poste de député ou de ministre et vous en avez 17, là il y a un problème. Là, il y a un problème. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Merci, parce que j'ai passé une semaine passionnante avec vous. Je vous dis à bientôt. Écoutez, moi, comme beaucoup de Français, j'en ai strictement marre d'entendre ces politocards. C'est pas une insulte, Voilà comment nous, les gens du peuple et les auditeurs, on les définit. On a une nouvelle expression. Moi, je vais prendre ma 5e semaine et après tout, je vous le dis franchement, s'ils se font choper, qu'ils crèvent. On va pas aller jusque-là, bien entendu. Merci Ahmed en tout cas pour cette intervention. Alors, il allait un petit peu dans la continuité de ce que vous disiez tout à l'heure, François Asselineau. Je reprends le proverbe asiatique, le poisson pourri par la tête. Il nous reparle de Jean-Marc Ayrault qui avait été condamné, d'Harlem Désir condamné, 2 personnes qui ont à leur tour condamné verbalement Jérôme Cahuzac. Est-ce que c'est gênant d'avoir ces personnes-là? Oui, je dois avouer, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Ahmed. À la fois effectivement le poisson pourri par la tête. D'ailleurs, j'observe que le représentant du Parti socialiste n'a pas réagi à est-ce qu'il trouve normal que la Pompadour à l'Élysée soit financée par les contribuables? Parce que, je dis désolé, cette affaire, il faut pas la lâcher. Puisque c'est une république exemplaire, puisque monsieur Hollande, avec ses petits points, nous dit qu'il va être intraitable. Vous imaginez De Gaulle disant je vais être intraitable? Non. De Gaulle, il n'y avait pas besoin de le dire. On savait qu'on avait un pays qui était fondé sur de la morale et sur de l'éthique. Là, on a affaire tout simplement à la marionnette des marchés financiers, je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, monsieur Hollande gagnerait, à mon avis, s'il ne veut pas sombrer dans encore pire d'impopularité. On est à 70% de gens qui n'en peuvent plus. Il gagnerait à régler l'affaire de Madame Trierweiler. Il est pour le mariage pour tous, sauf pour lui. Bon, donc ça veut dire quoi d'ailleurs? Pourquoi est-ce que il se marie pas avec Madame Trierweiler? C'est pour très probablement des raisons fiscales.
ou bien parce que Madame Trierweiler veut avoir peut-être une pension de réversion, une pension, comment dirais-je, suite à son divorce. Enfin, ce sont des histoires comme ça qu'il y a derrière. D'ailleurs, que font les journalistes? Comment se fait-il que les journalistes ne fassent pas justement une enquête sur cette question? Bon, moi je n'ai pas envie d'entrer dans ce genre de détails. Je trouve que Ahmed a tout à fait raison sur la deuxième partie de il a dit ce que j'ai dit moi-même, c'est-à-dire que ce sont des sujets, c'est de l'enfumage. Voilà. La réalité des choses, c'est que nous avons une classe politique qui vit sur le mensonge. Je le dis et je le répète. Par exemple, nous disons que nous sommes une grande démocratie. Bon, mais pourquoi M. Hollande a-t-il été élu ? Il a été élu. Maintenant, ça commence à sortir, parce que je fais d'ailleurs des conférences là-dessus, ça a été beaucoup repris, ça commence à bien sortir maintenant sur Internet. C'est parce que M. Hollande a bénéficié d'un nombre d'heures colossal dans les médias avec M. Sarkozy. Et on l'on sait, ce sont des études qui ont été faites par toutes les politologues américains notamment, que vous faites élire qui vous voulez si vous le faites passer 90 heures, 100 heures par mois à la télévision. Donc les élections sont truquées. L'accès aux médias est truqué. Vous faites élire qui vous voulez quand vous détenez les médias. Donc la vraie question, si on veut parler de moralisation de la vie politique, il faudrait parler de la moralisation de la vie médiatique. De la vie médiatique. Vous savez, notre mouvement politique, excusez-moi de parler un petit peu de nous. Nous avons maintenant, et c'est vérifiable par ici, nous avons plus de 2712 adhérents. Nous avons plus d'adhérents que le Parti chrétien-démocrate de Madame Boutin, très probablement, quoiqu'elle en annonce 9500 sur Wikipédia. Nous avons plus d'adhérents que ce qu'a reconnu M. Besancenot. Lorsque nous allons voir M. Apathy à RTL, il nous dit « Je ne vous donnerai jamais la parole ». Ah bon? Lorsque nous allons voir M. Bourdin à RMC, il dit « Je ne vous donnerai jamais la parole ». Ah bon? Lorsque nous allons voir à France 3 à Bordeaux, il nous dit « Nous ne vous donnerons jamais la parole ». Ah bon? Mais ils se prennent pour qui, ces gens-là? Pour qui se prend notamment l'ensemble des médias financés par les contribuables? Vous savez, il y a une façon très simple de savoir ce que pense la population. Il suffit d'aller sur Internet, de regarder Alexa Ranking, de savoir quels sont les sites Internet qui sont les plus consultés. L'UPR est le 3e site politique le plus consulté de France maintenant. 3e ou 4e à égalité avec le Front de gauche. Allez sur les pages Facebook. Nous avons dépassé aujourd'hui, en nombre de j'aime, nous avons dépassé la page Facebook de M. Borloo, qui est à la tête de 8 partis politiques français. Et tout ceci se passe alors que toute la classe médiatique le sait. Nous avons inscrit sur Twitter des quantités de journalistes. Le journal Le Monde est venu 24 fois en 18 jours consulter ce que nous écrivons. Nous n'existons pas dans les médias. Vous trouvez ça normal? Donc le vrai problème, c'est ça en fait le noyau dur. C'est que la vie politique française et l'ensemble du débat politique français est vitrifié parce que il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire en France. Par exemple, que l'on peut sortir de la construction européenne, qu'il y a un article 50 qui le prévoit. Par exemple, que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont piloté la construction européenne. D'ailleurs, nous allons ressortir de nouveaux documents sortant de la CIA. Par exemple, et on le voit d'ailleurs quotidiennement, que l'ensemble de la France et désormais l'ensemble des pays d'Europe sont désormais vassalisés par les États-Unis d'Amérique, que tout ceci mène à une explosion générale sur l'ensemble du continent européen. Aujourd'hui même, on apprend que ça a dépassé les 27,2% de taux de chômage en Grèce. Il y a 60% des moins de 24 ans qui sont au chômage en Grèce. Vous trouvez que c'est normal? Eh bien, tous ces sujets sont comment dirais-je, interdits d'antenne, et M. Hollande a osé dire, il y a quelques mois, la crise de l'euro est derrière nous. C'est de ça qu'il s'agit. Le vrai problème de la société française, c'est la tromperie universelle sur tous ces sujets. Franck Marguin, je vous laisse réagir sur l'intervention d'Ahmed et ensuite Jérôme. Oui, sur l'intervention, parce que, monsieur, d'abord, vous êtes invité, donc ne vous plaignez pas de ne pas être invité. Au moins, je suis invité sur Beurre FM, oui. Donc, et nous sommes sur Beurre FM, donc ça c'est très bien. Moi, ce que je voudrais dire sur l'intervention d'Ahmed, et je voudrais quand même rappeler qu'un hémicycle qui débat, un hémicycle qui s'engueule, un hémicycle où il y a une vie politique, c'est un hémicycle qui est un hémicycle de démocratie. C'est quand même, dans les dictatures, on voit que les hémicycles sont rangés, tous en uniforme, personne ne dit rien, on vote selon ce que le parti a décidé. Donc réjouissons-nous, et dites-le à Ahmed, réjouissons-nous qu'à l'hémicycle, que dans la démocratie, la représentation du peuple, les gens puissent s'invectiver très lourdement, parce que l'affaire est très grave, l'affaire est très lourde, et donc il faut qu'ils débattent lourdement, voire même qu'ils aient des mots forts, parce que je pense que l'affaire est forte. Ça, c'est la première chose que je voudrais vous dire. La deuxième chose que je voudrais vous dire, moi, je suis vraiment très surpris favorablement par ce que me dit monsieur Ahmed. C'est exactement ce que j'ai dit à l'entrée, c'est qu'en fait, les citoyens, le peuple français, ils s'en foutent du patrimoine des élus.
Ça ne l'intéresse pas, ça n'intéresse personne de savoir si Franck Marguin a une voiture, a une maison, un appartement. Ce qui intéresse nos citoyens, c'est l'éthique personnelle, je le répète. Si on n'a pas compris ça, on va arriver dans une pseudo-dictature qui, moi, m'effraie personnellement parce qu'aujourd'hui, on est sur le patrimoine, mais demain, et on connaît bien l'anticléricalisme des socialistes à tout crin, on va nous demander dans quelle religion vous élevez vos enfants. Rappelez-vous le débat sur l'école libre, c'est ça l'absence de morale. La majeure partie du gouvernement de l'époque avait ses enfants dans l'école libre, mais voulait la supprimer. On est, si vous voulez, dans une situation où le citoyen ne croit plus son élu parce que l'élu n'agit pas tel qu'il le dit lors des campagnes électorales ou lorsqu'il est dans son mandat. Donc moi, ce que je dis, non à cette moralisation de la vie politique de cette manière, parce qu'on va bientôt nous demander ce que l'on pense, ce que l'on lit comme journal, comment on éduque nos enfants, dans quelle religion nous vivons, et peut-être, si je deviens demain obèse, qu'est-ce que je mange et pourquoi. Méfions-nous, les élus ne sont pas des gens que l'on jette en pâture. Les élus représentent le peuple. Alors, si vous n'êtes pas content des élus, et mais je ne suis pas, au contraire, contre ce que dit Ahmed, je pense qu'il a raison, et je dis attention au gouvernement, si on n'est pas content des élus, on ne vote plus pour eux. Vous sanctionnez. Voilà. C'est quand même ça la réalité de la démocratie. Jérôme Impellidziri. Je suis d'accord avec votre dernière phrase, par contre, avec ce qui précède. Non, ce qu'a dit Ahmed est très important. Je vous ai dit, j'ai pas de langue de bois ici. Moi, j'étais très scandalisé et blessé par ce qui s'est passé, par l'affaire Cahuzac. Aussi scandalisé par l'usage qui parfois peut être fait des fonds publics. Eh bien, la réponse, c'est simple. Au lieu de sombrer dans le populisme, le pire, quand j'entends ce qui s'est dit précédemment, c'est complètement hallucinant. La classe politique vit sur le mensonge. Écoutez, vous savez, moi, mon point de vue, il est simple. L'argent public, l'utilisation de l'argent public doit être rendue publique. Vous percevez des indemnités d'élus, eh bien, on doit savoir quel est votre patrimoine avant, quel est votre patrimoine après. Et là, je dis une chose simplement qui pourrait rassurer. On communique très mal. Nous, la classe politique dans son ensemble, on communique très mal. Qui sait, par exemple, que les élus régionaux, depuis le mois de janvier, avant l'affaire Cahuzac, perçoivent en net 10%, voire plus pour certains, je ne vais pas les cas de tout le monde, 10% d'indemnité nette de moins. On le fait parce qu'on participe à un effort national qui nous paraît normal, légitime. Et c'est vrai, on n'en parle pas. Mais parfois, il faudrait peut-être mieux le dire. Vous dites, vous laissez entendre que la plupart des élus sont corrompus. Ah, pas du tout. Non, je n'ai pas dit que les élus. Non, je n'ai pas dit. Non. Animé par des gens qui sont condamnés, etc. Eh bien, moi, je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque j'ai été élu, je dirigeais l'administration d'un établissement qui percevait des fonds publics, quoi qu'il était privé. Eh bien, j'ai démissionné pour ne pas être subventionné. Et l'immense majorité de mes collègues agit d'eux-mêmes sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, il y a nécessité à moraliser la vie publique, il y a nécessité à rendre les choses transparentes, parce qu'on parle de rendre des comptes à des électeurs, et bien rendons-les jusqu'au bout. La question de la vie privée, de l'obédience, évidemment, ça ne sera jamais ce qui est de la sphère privée, regarde la sphère privée. Et d'ailleurs, pour vous répondre, ce que le choix de M. Hollande de se marier ou pas le regarde, et on n'a pas à refaire le match du mariage pour tous à l'occasion de ce débat qui est d'une autre nature véritablement. Le cumul des mandats, vous l'avez effleuré, on va y venir dans un instant. 19h16, on va faire une nouvelle pause. Ensuite, je redonne la parole à mes autres invités. On écoutera de nouveau les auditeurs Mézienne, Jaffar et bien d'autres. À tout de suite. Le forum débat de Beurre FM. L'information autrement. Le forum débat de Beurre FM. Abdelkrim Ramine. 19h20, c'est la troisième partie de cette émission. On parle toujours moralisation de la vie politique française. Avec nous ce soir 3 invités. François Asselineau, il est président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Jérôme Impellidziri, il est conseiller régional socialiste. Et Franck Marguin, il est conseiller régional UMP 01 53 48 3000. On écoute de nouveau les auditeurs. Mézienne nous appelle de Paris, 18e. Mézienne, bonsoir. Oui, bonsoir messieurs. Et je voudrais tout d'abord féliciter monsieur Asselineau. Je me retrouve beaucoup dans ses propos. Je pense qu'en dehors du fait qu'il y a quelques casseroles parmi les hommes politiques, pas tous, mais une grande, aussi bien chez les socialistes que chez l'UMP, je pense quand on est auditeur des médias ou lecteur, on s'aperçoit qu'il y a quand même, comme dirait Raymond Barre, un microcosme entre les journalistes et les hommes politiques. D'ailleurs, il suffisait de voir Jean-Michel Apathy qui s'en prenait à Mediapart et à son responsable.
Et là, on se dit, il y a quelque chose, il y a des intérêts communs. Il y a une espèce de politique de l'ultralibéralisme que le plus malin s'en sorte. Et je crois que c'est une politique générale où l'Europe est un grand machin, comme dirait De Gaulle, où tout est permis à partir du moment où on ne se fait pas attraper. Et la meilleure façon de ne pas se faire attraper, c'est on se tient tous par la barbichette. Et pendant ce temps-là, on dit au peuple de se serrer la ceinture. Donc, moi, je pense que la meilleure solution, ça serait une dissolution, et puis demander l'avis du peuple. Parce que ces politiciens qui nous gouvernent, que ce soit la droite ou la gauche, sont des grands comédiens, pour la plupart, pas tous. Et je pense que le citoyen est que spectateur. Donc, la meilleure façon d'apaiser, c'est une dissolution, et puis que les gens on aura le bol des comédies et puis des belles phrases avec de la rhétorique et puis tout le savoir qu'ils ont, de la communication. Et ce n'est pas parce que il va y avoir, comme on appelle ça, un remaniement, que les choses vont forcément changer, même si par ailleurs il y aura un peu plus de méfiance. Mais je crois que ça relève d'un tout qui est l'ultralibéralisme, le mondialisme et la machine européenne qui est non pas au service des peuples, mais au service des multinationales, des banquiers et de quelques-uns, des hommes politiques. Voilà, je vous remercie. Merci Méziane, merci, on vous dit à très bientôt dans le Forum Débat et sur Beurre FM. Méziane qui évoquait plusieurs sujets, alors je le sais, cher à François Asselineau, je vais laisser réagir là-dessus dans un instant, mais il est également revenu sur le rôle des médias. J'avais promis qu'on allait revenir au cours de cette émission, on le sait, Mediapart était un petit peu seul concernant cette affaire. Ils sont à l'origine de ces révélations qui ont donné suite ensuite à des enquêtes et des mises en examen. Aujourd'hui, cette affaire Cahuzac, ce scandale Cahuzac révèle également une crise des médias, vous l'avez évoqué tout à l'heure, François Asselineau. Oui, c'est une crise des médias, et puis je crois que, enfin moi je remercie Méziane, que je ne connais pas, je salue pour les propos sympathiques qu'il a tenus à mon égard. Et il est à la preuve de ce que je constate moi en France. Vous savez, je fais des conférences à travers toute la France, il y a de plus en plus de monde. Les Français, ils en ont marre, mais vraiment marre qu'on les prenne pour des imbéciles. Voilà. Et moi, je dis que cette affaire de loi, là, de Monsieur Hollande, les Français, vous savez ce qu'ils en pensent? Ils pensent exactement ce que pense Méziane, ce que je pense moi-même. C'est-à-dire, c'est encore, un truc, un écran de fumée pour ne jamais parler des vrais sujets. D'ailleurs, même, j'observe, encore une fois, dans ce débat ici, à chaque fois, vos interlocuteurs ici, à chaque fois, de botte en touche. Le vrai sujet, c'est que nous ne sommes plus du tout en démocratie. Je suis désolé, Monsieur Marguin, de vous le dire. Ce n'est pas parce que des gens s'engueulent dans un hémicycle que nous sommes en démocratie. Ce n'est pas non plus. Non. Ce n'est pas non plus parce qu'il y a plusieurs partis politiques. Et Doublenel parle de démocratie de basse intensité. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs partis politiques que nous sommes en démocratie. Il y avait 3 partis politiques en Allemagne de l'Est. Il y en avait 3 dans la Tunisie de Ben Ali. Il y en a 9 actuellement en République populaire de Chine. Il y en avait 3 sous la Pologne communiste. Donc ce n'est pas le pluripartisme. La question, laissez-moi parler. La question de la démocratie, est-ce que on a des vrais débats où on permet à des partis qui ne disent pas la même chose d'aller au fond des choses, ou bien est-ce que ce sont des débats convenus entre des faux opposants qui se tiennent par la barbichette et qui s'empoignent sur des sujets qui sont des sujets effectivement scandaleux, mais enfin dans 3 mois on sera passé à autre chose. On a eu l'affaire du mariage gay, dans 2 mois ça sera l'euthanasie, etc. À chaque fois on sort des sujets qui sont pas des sujets sans aucun intérêt, mais on ne traite jamais du sujet de fond. Dans le projet de loi, la lutte contre les paradis fiscaux, le cumul des mandats, ça reste des vrais sujets quand même. La lutte contre les paradis fiscaux, vous savez très bien que le Luxembourg et que l'Autriche, par exemple, au sein de l'Union européenne, ne veulent pas en entendre parler. Vous savez très bien que l'article 63, j'y reviens, interdit toute restriction au mouvement de capitaux avec les États membres de l'Union européenne et entre les États membres et les États tiers. Et puis, je voudrais quand même insister sur la démocratie. Vous avez entendu cette déclaration de M. Helmut Kohl, là, hier, qui a dit « Je n'ai pas soumis l'euro à référendum en Allemagne, car il va de soi que je l'aurais perdu, je me suis comporté comme un dictateur. » Vous vous rappelez la déclaration de M. Sarkozy qui avait dit qu'il ne fallait pas faire de référendum parce que naturellement ce serait perdu. Vous vous rappelez la déclaration de M. Padoa-Schioppa qui était ministre des Finances italien en 2008 qui a dit l'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique, elle s'est faite selon ce que j'appellerais du despotisme éclairé. Est-ce que vous savez qu'actuellement, par exemple, le référendum de 2005 où 55% des Français, dont moi, avons voté non, il a été piétiné
C'est pas un outrage à la République, ça? Monsieur Hollande nous dit que c'est un outrage à la République, le mensonge de Cahuzac. Mais qu'est-ce qu'il dit du traité de Lisbonne, qu'il a contribué à faire voter avec monsieur Sarkozy contre 55% des Français? Vous savez qu'actuellement, l'article 63 dont je viens de parler est violé par Chypre, qui a fait des restrictions au mouvement de capitaux. Vous savez que l'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit le renflouement des États étrangers. Actuellement, nous allons piquer des milliards d'euros aux Français pour aller renflouer des banques qui se sont aventurées en Grèce ou à Chypre. C'est contraire même aux traités européens. Vous savez qu'actuellement, la Constitution de la République française, dans son article 7, prévoit que les partis politiques doivent respecter la souveraineté nationale. Dans ce cas, je suis désolé, je m'arrêterai là, je suis désolé de le dire, mais l'UMP, le Parti socialiste, qui ont appelé à voter oui à la Constitution européenne et qui ensuite ont imposé le traité de Lisbonne, sont des partis inconstitutionnels au regard de l'article que je viens de citer. Jérôme Pellizieri. Je reviendrai pas sur ce débat-là, vous m'avez interpellé, qui traverse nos formations politiques, et c'est sur l'Europe, d'ailleurs, une question qui est la marque de du Parti socialiste. On a un débat en interne qui est connu de tous. C'est juste, nous sommes d'accord sur l'Europe que nous voulons, nous avons parfois des divergences sur les moyens pour y parvenir, mais vous avez dit quelque chose qui n'est pas juste. Vous voyez, l'affaire Cahuzac a eu un mérite, c'est qu'on a pu remettre sur la table ce processus qui avait été entamé par le président François Hollande, à savoir de lutter pour une moralisation de la finance internationale, en tout cas avec les moyens de la France. Deux choses, parce que vous nous avez interpellé sur un sujet, et je vais vous répondre parce que c'est un sujet important. Mais depuis cette semaine, le Luxembourg a dit justement qu'il allait procéder à l'échange automatique des données bancaires. C'est une chose fondamentale. Lorsqu'on dit que dans les annonces de François Hollande, rien ne correspond à la réalité, écoutez, la lutte contre l'évasion fiscale, la lutte contre le blanchiment d'argent, tout cela a une perte, j'ai dit tout à l'heure, 12 000 milliards d'euros pour l'économie mondiale, ça n'est pas rien. Rappelons l'action que Benoît Hamon, en tant que député européen, député socialiste, avait mené au Parlement européen pour que la lutte contre les paradis fiscaux. Vous nous avez interpellé sur l'Europe, eh bien c'est très simple. Aujourd'hui, le modèle financier qui est imposé à toute l'Europe n'est pas celui que la France souhaite, c'est celui que Mme Merkel souhaite. Eh bien, pour régler ce sujet-là, il y a les élections européennes. Chacun aura sa part de débat, mais nous pourrons trancher l'avenir de l'Europe et la façon de gérer l'économie européenne et la lutte contre la fiscalité au moment de ces élections. Franck Marguin, sur l'intervention de Méziane qu'on a écoutée juste auparavant. Oui, écoutez, moi, sur cette intervention, je ne peux pas être d'accord quand on nous explique que parce qu'on va interdire la circulation des capitaux, parce qu'on va être contre les banques ou contre l'Europe ou contre, je ne sais plus, que vous êtes contre beaucoup de choses, on va moraliser la vie publique. Bon, enfin, vous êtes contre ce que vote le peuple. Les 55% de Français qui ont voté non, vous êtes contre. Je ne parle pas de contre. Si vous êtes contre, vous trouvez ça très bien. Non. Mais attendez, comment pouvez-vous donner des cours de morale alors que vous soutenez un gouvernement, vous soutenez une majorité qui a fait... Non, vous êtes apparenté UMP, vous soutenez un ancien président de la République qui a fait voter le traité de la moralisation. Sur le débat de la moralisation, je ne vois pas en quoi les traités européens ont affaire sur la moralisation des hommes. Et quand je vous dis qu'au Parlement, il est bon que les hommes puissent s'invectiver sur les vrais problèmes, c'est un signe de richesse de notre démocratie. Je n'en démordrai pas. Alors après, vous me faites une guerre sur la pluralité des partis, sur laquelle je ne suis même pas, parce que moi je peux vous en parler, des partis non représentés, des partis qui fonctionnent pas et de la démocratie. Mais c'est un autre débat. Le vrai débat aujourd'hui, on est en train de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait une vie publique qui soit moralisée. Ben moi je vous dis que pour qu'on ait une vie publique qui soit moralisée, il faut que les gens retrouvent le sens de l'éthique. C'est ça le problème. C'est une éthique personnelle. Là, on est dans le niveau personnel. Vous allez faire les lois, vous allez interdire les capitaux, mais alors, vous allez enfin, c'est ça, on fait vite le procès en populisme, ça c'est clair, comme ça au moins on alimente les caisses de Madame Le Pen, c'est parfait, vous êtes tous les deux absolument parfaits, voilà, ça c'est très bien entendu. Et comme ça, il nous manquait le Front National. Il nous manquait le Front National. Vous avez peut-être vu que Monsieur Le Pen, d'après les révélations, lui-même possède un compte en je n'ai rien à voir avec ces gens-là de toute façon. Mais moi non plus, figurez-vous. La réalité de ce que j'essaye de dire ici pour nos auditeurs, c'est que les auditeurs ont envie de
d'élus qui font leur boulot avec sincérité et avec probité. Alors maintenant que les élus fassent des erreurs, qu'on fasse voter des traités qui ne paraissent pas être effectivement ce que le peuple attend, c'est la vie de la démocratie. On change de gouvernement, on change les hommes politiques. Maintenant, vous êtes en train de nous dire que tous pourris. Eh ben moi, je ne suis pas dans le tous pourris. Mais je n'ai pas dit tous pourris. Qui a dit tous pourris? Mais qui a dit tous pourris? C'est ce que vous dites en expliquant qu'on ne fait rien et qu'on est même des partis inconstitutionnels. Moi, je vous dis qu'on n'est pas des gens pourris. Moi, je vous dis qu'on fait notre boulot en se levant le matin avec beaucoup d'honnêteté, et c'est vous qui donnez, et c'est vous qui donnez aux élus et qui donnez, aux citoyens, aux auditeurs une très mauvaise image. Et là, je rejoindrai mon collègue socialiste. Je suis désolé, parce qu'il y a plein de gens qui font leur boulot avec beaucoup de probité, avec beaucoup de. Moi, si vous savez, monsieur, je fais de la politique en plus de mon boulot salarié. Moi, je ne fais pas la politique pour gagner un poste de ministère ou pour gagner quoi que ce soit. Je le fais parce que je défends des idées et je défends une certaine sincérité. François Asselineau et ensuite les auditeurs. La Constitution française explique, article 7 de la Constitution française, les partis politiques respectent la souveraineté nationale. Je vous ai dit que le simple fait que l'UMP, le Parti Socialiste, les autres, le MoDem, ELV, est appelé à voter oui à la Constitution européenne, puis ensuite est fait dans le dos des Français la ratification du traité de Lisbonne, je dis que si les mots ont un sens, ce sont des partis anticonstitutionnels, inconstitutionnels. Et tout le problème, il est là, c'est que ce que vous nous dites, c'est que il faut tourner ça à la plaisanterie, les mots n'ont pas de sens, oui, vous exagérez, les mots n'ont pas de sens. De la même façon, j'en profite pour dire, vous savez ce qui s'est passé dans la Constitution française depuis 1958 ? Il y a des petits détails qui ont été assez curieusement cachés aux Français. Il y avait l'incrimination de haute trahison dans l'article 68. Cette incrimination de haute trahison a été retirée par la loi constitutionnelle du 23 février 2007, quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy. Le mot n'existe plus dans l'article 68. Vous êtes pour le réintroduire d'ailleurs. Oui. Allez vérifier, que vos auditeurs aillent le vérifier. Il y a autre chose. Il y avait la notion de complot contre la sûreté de l'État qu'avait introduit le général de Gaulle en 1958. Vous allez me dire que le général de Gaulle sans doute était un populiste et un complotiste. Eh bien, cette incrimination de complot contre la sûreté de l'État qui figurait dans l'article 68 a été retirée par la loi 93-952 du 27 juillet 93 dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht. Vous ne croyez pas que les gens qui ont fait ça avaient une idée derrière la tête, à votre avis? Vous croyez pas que ça sert il faut avoir une idée derrière la tête pour faire retirer de la loi suprême de la France les notions de haute trahison et de complot contre la sûreté de l'État, au moment même d'ailleurs où l'on fait ratifier le traité de Maastricht? Moi j'aimerais que... Alors évidemment, après on me dit, je suis un populiste. Vous avez fait exactement ce que l'on fait depuis 30 ans, c'est-à-dire que quand on demande des comptes, dans la mesure où on sort effectivement là les vrais, quand on va au fond des choses, à ce moment-là, heureusement que le Front National est là, puisqu'on nous qualifie de FN. Je suis désolé, monsieur, il y a plus d'adhérents venus de gauche dans notre mouvement politique que de droite. Je vous mets au défi, si vous allez lire notre programme politique et notre charte fondatrice, de trouver un seul mot, une seule idée qui soit d'extrême droite. Vous êtes un grand tribun, je ne vous ai jamais dit ça. Je ne suis pas je n'ai pas dit que vous étiez de Front droit, vous faisiez le lit de Madame Le Pen. Mais je ne fais pas le lit de Madame Le Pen. Je ne fais pas le lit de Madame Le Pen. D'ailleurs, Madame Le Pen et le Front National sont aux abois parce que nous sommes en train d'attirer chez nous des gens qui viennent de tous les partis politiques et notamment du Front de gauche et notamment du Parti Socialiste. De mettre cette haine partout comme vous êtes en train de le faire au micro. Quelle haine, monsieur? Quelle haine? Je ne suis pas en train de faire quelque chose de haineux. Je dis simplement quelle est la vérité des choses. On peut dire notre vérité aussi parce que vous parlez beaucoup dans cette émission. Et alors répondez à mes questions. Répondez à mes questions. Je vais vous répondre et très précisément et je vais vous dire ce que je pense de la teneur et surtout de la modalité que vous avez de vous exprimer, la teneur de vos propos. Vous avez parlé de transparence. Moi, je vais être très transparent. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que fait François Hollande. Et d'ailleurs, c'est su, il y a des débats. Effectivement, on peut tous ne pas être d'accord avec lui. C'est normal, c'est la démocratie. Mais il ne faut pas refaire l'histoire. Depuis qu'il est arrivé, ce gouvernement et ce président ont entamé un processus de lutte contre les paradis fiscaux, de lutte pour la moralisation du système bancaire, de lutte pour que les banques soient mieux contrôlées. Voilà, aujourd'hui on assiste à une accélération du calendrier, on peut regretter que ce soit dû à une affaire Cahuzac, mais maintenant ça va dans le sens de ce qui a été mené. Et s'il y a une chose dans les engagements de François Hollande qui a été entamée dès le départ, qui a été poursuivie, qui est accélérée aujourd'hui et qui, j'en suis sûr, sera la marque de son mandat, c'est bien celle-ci.
Comment peut-on critiquer le fait que l'on essaye de rendre public l'utilisation de l'argent public qui est faite par l'État, qui est fait par les banques, parce qu'il y a de l'argent public dans les banques, et qui est fait qui sont les revenus des ministres et des élus. C'est tout à fait normal. Et lorsque la question qui est posée derrière, vous avez parlé des annonces qui sont faites. Je l'ai posée au début, je suis le seul à l'avoir dit ici. On fait des annonces de moyens nouveaux pour lutter. On ne les a pas détaillés, ce serait bien de le faire. Mais la question qui va derrière, quels moyens y aura-t-il? Un de vos auditeurs a dit qu'il y a une administration fiscale qui est capable de mobiliser la justice, etc. Oui, mais ça ne suffira pas si on ne crée pas un nombre important de contrôleurs fiscaux qui pourront vérifier les déclarations. Parce que les lois qui étaient proposées aujourd'hui n'auraient rien empêché pour Cahuzac. Il aurait menti. Donc il faut des gens pour contrôler. Et c'est bien quels moyens vont être donnés derrière, quelles incidences, quels moyens vont être mis à disposition de l'administration française pour que les déclarations de François Hollande puissent être rapidement efficientes. On va évoquer dans le détail quand même ce projet de loi. Il y a le non-cumul des mandats, mobilisation contre les paradis fiscaux et la création de cette haute autorité. Et on en parle après la pause et puis on redonnera la parole à nos auditeurs. On écoutera Jafar et Rachid. À tout de suite. Le forum débat de Beurre FM. L'information autrement. Le forum débat de Beurre FM. Abdelkrim Branine. Il nous reste moins d'un petit quart d'heure à passer ensemble. On écoute tout de suite les auditeurs et puis ensuite on va conclure cette émission. Mes invités vont réagir notamment sur les trois grandes lignes de ce projet de loi concernant la moralisation de la vie politique. Jafar nous appelle de Saint-Denis. Jafar, bonsoir. Oui, bonsoir à Fabrice, bonsoir à toi Abdelkrim, à tes invités, auditeurs, auditrices. Écoutez, moi, sachant que tu connais ma position des crimes, je suis ni du PS, ni de l'UMP, et ni du Front National. Moi, je dirais une chose, j'ai pas mal dans ma poche, tu me connais. Le monsieur qui s'appelle François, c'est ça, qui fait partie du Front National. Je rassure. Ah non, il n'y a personne du Front National ici, non. Non, comment c'est, le monsieur qui disait qu'on l'attaquait de populiste. Ah d'accord, François Asselineau. François Asselineau, alors je dis aux invités qui sont là, présents, moi, je dis que monsieur n'est pas populiste et réaliste. Parce que ce qu'il a dit ce soir, moi, je vous dis sincèrement, c'est 80%, je dirais à peu près. Dis-moi, Jafar, en fait, on vous entend mal. Fabrice va vous reprendre au standard. On va essayer de vous écouter d'ici quelques minutes. Et en attendant, on va écouter Rachid qui nous appelle de Massy dans le 91. Rachid, bonsoir. Oui, bonsoir à tous vos invités. Donc, moi, je trouve un peu déplacé ces attaques sur M. Asselineau, parce que, soi-disant, on serait... parce que moi, personnellement, j'ai voté contre le traité européen, et à partir de là, dès que tu es contre cette Europe à je ne sais combien de pays, à 20 ou 30 pays, tu te fais cataloguer de Front National, d'extrémistes. La majorité, ils ont voté contre le traité européen. Donc ça sert à rien de traiter les gens de frontistes ou de nazis ou quoi que ce soit. Voilà la question que je voudrais poser. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut éviter, est-ce qu'on peut avoir une moralisation de la vie politique sans fréquenter des cercles d'influence comme le siècle, ou parce que là, dans ces réseaux-là, on trouve des hommes politiques, on trouve des banquiers, des financiers, on trouve des gros médias. Bon, ils ont le droit de se réunir, mais ils pourraient très bien inviter des médias indépendants pour assister à leur petite réunion. On aimerait bien savoir ce qui se passe à l'intérieur, et comme ça, le peuple sait exactement ce qui se dit en coulisses. Ça aurait été sympa quand même. Et aussi, je voulais parler aussi d'une réunion qu'il y avait eu en 2008. Je crois que c'était une réunion de la trilatérale, et Madame Guigou qui avait dit ouvertement, qui disait que trop de référendums, ça tue l'Europe. Je voulais savoir, entre parenthèses, elle voulait en venir où? Parce on nous parle de démocratie, mais pour tenir des propos comme ça, c'est quand même un peu inquiétant de la part d'un élu socialiste. Et sur ce, je vous laisse et bonne soirée. Merci, au revoir. Merci Rachid. Alors, sur les deux points évoqués par Rachid, je ne sais pas du tout si quelqu'un veut réagir. Jérôme Pellizzeri. Je vais réagir sur la première chose. Rachid, vous avez dit qu'on traitait les gens de frontistes dès qu'ils ont voté pour le non. Moi, je fais partie des socialistes qui ont voté non au traité constitutionnel, donc je me fais rarement traiter de frontiste. D'ailleurs, je lutte contre le Front National localement, sous quelque forme qu'il soit. Mais vous avez posé la question d'Elisabeth Guigou. Je voulais pas le laisser dans le silence. Je ne sais pas les propos dont je connais pas les propos. Oui, je les ai pas en tête non plus. Non plus, voilà. Mais par contre, il y a quelque chose d'intéressant sur la question référendaire. Dire que parfois le référendum est très utile parce que la question posée est binaire, mais d'autres fois, s'il s'agit d'un projet politique, eh bien c'est mieux qu'il y ait un débat pluriel. C'est-à-dire c'est pas oui ou non,
c'est plutôt quelle tendance, et le scrutin européen d'ailleurs est intéressant à ce titre-là. Mais si on veut une autre Europe, c'est clair qu'il faut une autre majorité en Europe et qu'il y a des élections bientôt, des projets qu'il faut les rendre publics, il faut en débattre, parce qu'en effet, la France seule n'y arrivera pas, et c'est bien d'avoir des partis qui se parlent à l'intérieur de toute l'Europe et qui peuvent proposer un projet alternatif, et après aux électeurs de choisir. François Asselineau. Oui, alors deux choses importantes. Je voudrais revenir sur ce qu'avait dit M. Magrin tout à l'heure. Quand je dis qu'il faut revenir sur l'article 63 qui interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux, la réponse a été: vous voulez interdire les échanges des mouvements de capitaux. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit de revenir à la situation qui a fait le bonheur des Français et de la France, c'est-à-dire celle qui prévalait jusqu'au début de Mitterrand, c'est-à-dire sous De Gaulle, Pompidou, Giscard. C'était quoi ? Eh bien, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des contrôles des mouvements de capitaux. C'est-à-dire que si une entreprise voulait délocaliser, eh bien, il fallait qu'elle obtienne l'autorisation de la direction du Trésor du ministère des Finances. Et qui lui était donnée dans certains cas, si on jugeait que c'était en effet important pour la société, par exemple Peugeot, investissant en Iran. Et puis, si on jugeait qu'en revanche ça n'était pas bien, eh bien, on interdisait. De la même façon, si l'émir du Qatar ou si un grand propriétaire de casino chinois, vous avez vu, il y en a un qui vient de racheter le château de Gevrey-Chambertin, voulait acheter des propriétés en France, eh bien on disait oui ou on disait non. Ça s'appelle la souveraineté nationale. Ça ne veut pas dire qu'on interdit tout. Ça veut dire qu'on fait ça au cas par cas. C'est d'ailleurs ce qui existe dans les pays qui marchent, les pays notamment d'Extrême-Orient. C'est comme ça que ça fonctionne en ce moment. Voilà. Or, ceci est interdit. C'est interdit désormais en vertu de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cet article, à chaque fois que je le prononce, a la vertu de rendre complètement sourds et muets tous les représentants du l'EMP, du MoDem, du PS, du Front de gauche, etc., et du Front national aussi, puisque personne ne veut jamais en parler. Donc la vraie question, elle est là. Si nous voulons lutter contre les délocalisations et l'appauvrissement des Français, ça passe par ça, c'est-à-dire par la sortie de ce traité. Alors la deuxième chose, et je voudrais être bref, mais c'est parce que je voudrais répondre aux représentants du Parti socialiste qui nous a parlé d'une autre Europe. Je rappelle que le slogan du Parti socialiste aux premières élections européennes en 1979, je renvoie les auditeurs à notre site internet s'ils veulent le vérifier puisque nous avons le scan, c'était en 1979, c'était « Changeons l'Europe ». Et en 2009, c'est-à-dire aux dernières élections européennes, donc 30 ans après, c'était « changeonsl'Europe.fr ». Voilà, ça fait donc 30 ans que le parti, il n'est pas le seul. Tous les partis politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche veulent changer l'Europe. J'ai fait une conférence à l'école polytechnique il y a quelques jours, à la demande des élèves polytechniciens, et je leur ai fait un petit raisonnement mathématique que je n'ai pas l'occasion de développer ici. Mais si la probabilité pour qu'on ait au même moment 27 gouvernements tous à gauche, puisqu'il faut l'unanimité pour changer les traités, vous le savez, elle est actuellement de une demi-journée tous les 200 000 ans. Point. Il n'y aura jamais d'autre Europe. Je vais laisser Franck Marguin. Oui, je voudrais simplement, parce que je trouve un peu dommage que monsieur dit des choses extrêmement intéressantes, parce que vous savez, l'Europe à 27, c'est chacun parle 10 minutes, ça fait 4 heures de réunion avant qu'on ait commencé la réunion, donc on pourrait dire des tas de choses sur lesquelles d'ailleurs on ne serait pas forcément en désaccord, et puis des tas de choses sur lesquelles on serait en grand désaccord. Moi, je trouve très regrettable. Je trouve très regrettable, cher monsieur, j'aurais aimé vous connaître dans un autre endroit, qu'on vienne parler de la moralisation politique et que vous nous parliez des traités européens. C'est tout ce que je vous reproche. Moi, personnellement, ce que vous dites, ça teinte à mes oreilles plutôt pas mal, sur pas mal de choses. Mais là, je suis un peu excusez-moi, parce qu'on n'est pas dans ce débat-là. Qu'est-ce que vous dites sur comment moraliser la vie politique sans faire des lois sur le déballage du patrimoine? Alors, c'est ça ma question. Et donc, dans ce que dit votre monsieur, je n'ai pas taxé monsieur d'être Front National, je l'ai dit en faisant du populisme comme il le fait sur un certain nombre de sujets. C'est-à-dire en prenant des débats qui ne sont pas pour lesquels vous nous avez invités. Moi, si vous m'avez invité sur le débat sur l'Europe, alors je venais, alors je venais avec des arguments européens. Là, je suis venu en essayant de me dire, en tant que chrétien-démocrate, membre de l'UMP, qu'est-ce qu'on doit faire pour moraliser la vie politique? On n'a pas répondu à la question. Non. Moi, je dis ce que le gouvernement fait actuellement est une mauvaise loi, ou du moins ce qu'il prépare à faire. Si par le contrôle des capitaux, sur lequel je ne suis pas en désaccord de ce cher monsieur, on est en train de dire parce qu'on va contrôler les capitaux, on va moraliser la vie politique, je dis ça n'est pas vrai. Parce que ça n'est pas vrai. Parce que M. Cahuzac aurait pu prendre son argent dans son coffre, l'emmener comme il l'a fait, là, ces 15 millions à Singapour, et puis dépenser son argent à Singapour en sachant les propriétaires, sans contrôle des capitaux. C'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est quelle est la solution, c'est ce que veulent écouter nos citoyens,
et nos auditeurs pour moraliser la vie politique. En un mot, François, en un mot, j'estime justement, excusez-moi, je vais pas vous sortir un autre proverbe chinois qui pourrait être offensant. Vous savez que quand on montre la lune avec le doigt, celui qui ne comprend rien regarde le doigt. Ce que je voulais dire, c'est que nous sommes dans une scène politique française où nous sommes en permanence dans le mensonge. C'est ça que je veux dire. Et si je voulais paraphraser, je dirais qui ment sur un œuf ment sur un bœuf. On est dans une situation, c'est ce qu'a dit monsieur Cahuzac. Il dit je mens en permanence à l'Assemblée nationale, je mens quand on va passer en dessous des 3%. Nous avons des responsables qui mentent quand ils disent qu'ils vont changer d'Europe. Donc nous sommes dans un univers qui est un univers de type où il y a un dogme d'État. Et dans ce sauf-qui-peut général, les gens n'ont plus effectivement l'éthique nécessaire parce que les gens ont perdu de vue. Les gens ont perdu de vue ce que c'est que le bien public, ce que c'est que de respecter le souhait des citoyens, puisqu'ils sont obligés d'appliquer un dogme d'État dans lequel d'ailleurs ils ne croient pas. On va écouter notre dernier auditeur et ensuite on va conclure. Vous aurez tous un petit moment pour conclure cette émission. Jafar de Saint-Denis, en espérant qu'on l'écoute, qu'on va l'entendre mieux. Jafar, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir, vous m'entendez mieux là? Je pense que c'est mieux, allez-y, on va vous écouter. Tu penses ou tu es sûr? Je suis pas sûr. Allez-y, Jafar. Le temps nous rattrape. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est que je voulais rassurer quand même, sans faire l'avocat du diable à votre auditeur, votre invité d'ailleurs, François. Il n'est pas populiste ce soir, il est réaliste. Moi, je vous dis sincèrement, peu importe. Moi, ce qu'il a dit ce soir, sincèrement, en grande majorité, c'est tout à fait ça. La classe politique française, qu'elle soit de droite ou de gauche, c'est ça. Mais moi, je voulais dire seulement une chose, c'est sur la 5e République. On a eu Giscard, on a eu Pompidou, et on a eu, comment il s'appelle, Valéry Giscard d'Estaing. Le Parti Socialiste avec Mitterrand, c'est là où la grande magouille a commencé. Bon, je vais pas vous citer toutes les magouilles. Crédit Lyonnais, l'affaire F, les micros, etc. Mais c'est vrai que le Parti Socialiste, depuis des années, sont dans une magouille, une magouille extrêmement grave. Et moi, ce qui me sidère, c'est qu'on défend souvent le Parti Socialiste. Non, il faut appeler un chat un chat. Parti Socialiste, pour moi, jusqu'à présent, n'est pas un vrai gouvernement. Il est un gouvernement de mensonges. Même l'UMP, mais le Parti Socialiste est encore pire. Moi, je voulais le dire simplement, sincèrement, et voilà, on est dans un mensonge tout à fait réel, comme il le dit François, il a tout dit, donc je vais pas enregistrer plus. Merci Jafar, merci, on vous dit à très bientôt. Voilà, il nous reste 4 minutes. Bon, on a évoqué tout à l'heure la transparence, la question des patrimoines, on a effleuré légèrement le non-cumul des mandats, la mobilisation contre les paradis fiscaux. Je vais vous laisser tous dire un mot de conclusion peut-être sur ces deux volets, 2 des 3 grands volets de ce projet de loi concernant la moralisation de la vie politique. Franck Marguin, sur le non-cumul des mandats et la mobilisation contre les paradis fiscaux. Alors, sur le non-cumul des mandats, moi je me suis déjà positionné sur ce sujet-là. Je pense que 2 mandats exécutifs, c'est impossible. Le fait par contre d'être, par exemple, député et conseiller municipal ne me choque pas. Ça dépend de l'importance des mandats. Parce que je pense que la vie locale est toujours importante pour un élu. Je suis assez favorable à ce que les élus perdent pas. Mais bien évidemment, on ne peut pas cumuler. Et puis, il y a de toute façon le plafond qui est imposé pour la rémunération, donc c'est pas le problème. Mais ce que je voulais dire sur les paradis fiscaux, d'abord, c'est très bien. D'ailleurs, Sarkozy avait commencé la lutte, Monsieur Hollande continue, mais tout ça, vous voyez bien qu'on est impuissant. Moi, ce que je pense, et là, on sera rejoint avec François sur ce sujet-là, c'est un problème d'éthique. C'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour faire avancer? Il va falloir que l'homme politique retrouve le sens, effectivement, du bien public. Et pas penser que l'argent public est quelque chose sur lequel on ne doit pas avoir des comptes. Ça, c'est ma conclusion. Allez, 2 minutes, ça fait 1 minute chacun. François Asselineau et ensuite Jérôme. Mais écoutez, sur le non-cumul des mandats, je suis d'autant plus pour que ça figure dans notre programme. Il y a bien d'autres choses d'ailleurs qui figurent dans notre programme. Par exemple, le non, pas plus de 2 mandats consécutifs comme ça a été imposé au président de la République. On ne voit pas pourquoi ça ne serait pas imposé à tous les mandats, conseillers généraux, conseillers régionaux, les maires, etc. Sauf pour les petites communes où ça serait sans doute inapplicable. Mais bon, quand quelqu'un a fait 2 mandats successifs, c'est bien. Il faut qu'il passe la place aux autres. Donc déjà, cette espèce de rotation, n'est-ce pas, du personnel électif, ce serait une bonne chose. Je crois que malheureusement l'homme est ce qu'il est et que c'est bien d'en appeler à l'éthique, mais encore une fois nous sommes dans un temps de tromperie universelle. Donc ce que je pense moi, c'est qu'il faudrait également pour améliorer les contre-pouvoirs. Améliorer les contre-pouvoirs, ça veut dire également moraliser la vie médiatique. J'y reviens. Moraliser la vie médiatique, ça veut dire autoriser
toutes les sensibilités politiques à avoir accès de façon honnête aux médias. Par exemple, le Parti chrétien-démocrate, ça je vous accorde qu'on le voit jamais, mais que ça ne soit pas mobilisé toujours au profit des mêmes. Je rappelle que l'UMP et le Parti socialiste à eux seuls d'ailleurs raflent 75% des financements publics. Et donc ce que nous disons, c'est en un mot, parce qu'il faut écouter Jérôme Pellissier. Allez-y, je vous laisse. Non, je dis simplement qu'il faudrait donc qu'il y ait une moralisation avec l'accès aux médias de façon légitime, par exemple en prenant appui sur les flux Internet qui eux témoignent du vrai souci des Français de s'informer. Allez, je vais laisser un mot de conclusion à Jérôme Pellissier en quelques mots s'il vous plaît, il nous reste 30 secondes. Eh bien non, je vais simplement, 30 secondes je pourrais pas, mais je dire que monsieur Asselineau pose des questions lorsque je lui réponds et lorsque ma réponse ne lui va pas, eh bien il dit que je ne réponds pas à la question, et d'ailleurs l'utilisation du temps de parole, si on le comptabilisait à la fin de ce plateau, je suis pas sûr que je sois majoritaire, bien au contraire, je dis juste que nous allons interpeller, j'entends bien les critiques sur le Parti Socialiste, j'entends bien les critiques sur François Hollande, mais là la lutte pour que l'argent public soit rendu transparent dans son utilisation, c'est très important, et donc la question que nous posons nous socialistes, eh bien c'est que vont faire les députés de l'opposition? Est-ce qu'ils vont voter avec nous cette grande loi de moralisation de la vie politique française? Question qui restera en suspens. Merci à mes invités, merci aux auditeurs et aux auditrices, merci à Fabrice à la réalisation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée sur Beurre FM, mais vous dire à demain. Salut. Le forum débat de Beurre FM, l'information autrement.